Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première conférence de presse de l'année 2020. Comme vous le savez, la conférence de presse du gouvernement est une tribune d'échange entre les journalistes et les membres du gouvernement et l'objectif est de permettre à l'exécutif de donner plus d'informations au public sur les sujets qui sont abordés. Aujourd'hui, 2 points sont à l'ordre du jour. Le premier porte sur le budget 2020 et le deuxième sur l'actualité nationale. Pour en parler, nous recevons 3 membres du gouvernement. Monsieur Lassane Kaboré, ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Madame Edith Clémence Yaka, ministre déléguée chargée du budget. Et Monsieur Rémi Fulgence Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, vous avez la parole pour votre mot introductif. Je voudrais, en cette première séance de notre conférence de presse du gouvernement, vous présenter les vœux de santé, les vœux de paix. Donc je souhaiterais que notre pays puisse être dans la paix et la sécurité. Et comme le disait le président Kafando, que nous soyons sous la divine providence. Nous avons aujourd'hui donc la chance d'avoir avec nous Monsieur Lassane Kaboré et Madame Clémence Edith Yaka sur une question essentielle qui est celle du budget. Je sais que subsidiairement pour beaucoup d'entre vous, le budget se résume aujourd'hui à la question de l'UITS, mais ce n'est pas que ça, parce que c'est également cet outil essentiel que l'État a pour mettre en œuvre les politiques de développement, pour régler les questions sociales, les questions d'éducation, les questions de prise en charge de notre sécurité et tous ces aspects-là. Donc vous aurez l'opportunité de discuter et d'échanger avec les 2 acteurs, Minefid qui est le responsable du département et celle que nous appelons notre trésorière nationale, c'est Madame Yaka, parce que l'argent c'est d'abord elle au niveau du budget. Il y a dans l'actualité bien sûr des questions liées à la sécurité. Il y a eu cet incident qui est intervenu hier au secteur 38 de Ouagadougou, sur lequel je crois que nous, en tant que journalistes, nous sommes interpellés, parce que les conséquences de cette information-là ont été extrêmement désastreuses au niveau de l'impact que c'est du public. Des écoles qui ont fermé en catastrophe, des gens qui ont commencé à vider la ville. On appelle l'extérieur pour dire qu'on tire au Burkina dans les écoles. Il y a des centaines d'élèves qui sont morts. Il y a nécessité véritablement que nous ne tombions pas dans cette psychose-là. Je le dis et je le répète, cette guerre qui nous est imposée est une guerre aussi communicationnelle. Et les journalistes sont les acteurs essentiels pour que l'information recoupée puisse être apportée aux populations. Il y a 2 événements importants à venir. Il y a bien sûr cette rencontre de nos chefs d'État du G5 Sahel à Pau. Il y a également le SICOT, le Salon international du coton et du textile. Et entre ces 2 éléments, il y a la rencontre à Ouagadougou dans la semaine prochaine du 13 au 15 des ministres de la Culture les ministres en charge de la culture du G5 Sahel. Autant de sujets qui nous interpellent et qui demandent effectivement que nous puissions avoir votre accompagnement et votre oreille afin que cette information soit portée à l'ensemble des populations. Pour les questions d'actualité, je reviendrai, mais je voudrais appeler, si ma collègue du SIG le permet, le ministre Lassane pour qu'il nous fasse sa déclaration liminaire et que nous puissions ensuite échanger, parce que je pense que c'est lui que vous attendez essentiellement pour aujourd'hui. Merci de votre présence et encore une fois, bonne et heureuse année à vous, à vos familles et paix et sécurité pour notre pays. Merci, cher collègue Rémi. Et je voudrais à vous tout de suite donc, souhaiter aussi une chaleureuse bonne et heureuse année à tous ceux qui sont là, surtout les amis de la presse. Et dire que c'est un honneur pour nous de participer ce matin et de faire le point sur la mise en œuvre donc, du budget qui a été adopté, donc le budget 2020. Mesdames et messieurs les journalistes et collaborateurs des différentes agences, des organes de presse, je voudrais me réjouir et vous remercier de votre participation massive
à cette conférence de presse du gouvernement qui nous donne l'occasion d'échanger sur le budget de l'État, exercice 2020. En guise d'introduction aux échanges, j'aimerais porter à votre attention les priorités des grandes masses, les mesures d'optimisation des recettes fiscales et les résultats attendus de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020, qui a été adopté, comme vous le savez, le 5 décembre 2019 par l'Assemblée nationale. Premièrement, quelles sont les priorités du budget de l'État, exercice 2020? Le budget de l'État, exercice 2020, a été élaboré conformément aux orientations du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, comme vous le savez, couvrant la période 2020-2022 et qui vise la consolidation des acquis des exercices antérieurs à travers la finalisation de la mise en œuvre des grands chantiers du programme présidentiel et du plan national de développement économique et social. Le budget de l'État, exercice 2020, tient également compte de l'engagement de notre pays à respecter des normes précises en matière de gestion budgétaire pour une plus grande efficacité et viabilité de nos finances publiques. Il s'agit principalement du strict respect du niveau du déficit global du budget rapporté au PIB, que vous savez égal à 3% maximum, de l'amélioration de la masse, du ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales et du respect du ratio de l'encours de la dette publique qui doit être fixé, être inférieur à 70% maximum. Tenant compte de ces éléments de cadrage, les axes prioritaires du budget 2020 reposent sur les axes stratégiques du PNDS et les défis de la conjoncture économique et sociale. Il se décline autour du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement du capital humain et de la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et des emplois. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des grandes masses du budget de l'État, exercice 2020? Là, ce sont les chiffres. Il faut donner rapidement, donc, il faut dire que le budget de l'État, exercice 2020, s'est établi à 2233,376 milliards de francs CFA en recettes et à 2518,456 milliards en dépenses. Les recettes propres se chiffrent à 1894 milliards de francs CFA contre 1697 milliards de francs CFA en 2019, soit un accroissement de 197 milliards de francs CFA. Elles sont constituées essentiellement des recettes fiscales qui représentent 87,30% du total des recettes en 2020. Les recettes propres représentent ainsi 84,84% du total du budget de l'État contre 86,82% en 2019. Quant aux ressources extérieures, elles se chiffrent en 2020 à 338,536 milliards de francs CFA contre 257,564 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 80,972 milliards de francs CFA. Les dépenses du budget de l'État, donc, comme je l'ai annoncé, qui se chiffrent donc à 2518,45 milliards de francs CFA en 2020, contre donc 2213,29 milliards en 2019. Elles sont constituées des dépenses courantes pour un montant de 1642,29 milliards et des dépenses en capital de 876,16 milliards de francs CFA, correspondant à des parts relatives respectives de 65,21% et de 34,79%. La prédominance des dépenses courantes dans le budget 2020 s'explique essentiellement par l'évolution des dépenses du personnel qui sont passées de 700 milliards en 2018 à 835 milliards en 2019,
et projeté à 878 milliards pour l'année 2020. Leur part relative par rapport aux dépenses totales est de 34% en 2020, contre donc 37,76% en 2019. Elle absorbe 46% des ressources propres de l'État et 53,8% des recettes fiscales, contre 53,31% des recettes en 2019. C'est ce critère qui est regardé par l'UEMOA généralement, c'est le ratio de masse salariale sur recettes fiscales, qui doit être inférieur ou égal à 35%, comme vous le savez. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 866,16 milliards, comme je l'ai dit, contre 628,06 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 238 milliards de francs CFA. Les investissements financiers sur ressources propres se chiffrent à 479 milliards de francs CFA, contre 333 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 146,58 milliards de francs CFA. Le budget du secteur de la santé s'élève à 234,502 milliards de francs CFA, contre 211,568 milliards de francs CFA en 2019. Celui du secteur de l'éducation se situe à 461,46 milliards de francs CFA, contre 417,51 milliards de francs CFA en 2019. Pour le secteur de la défense et de la sécurité, le budget monte à 344,203 milliards de francs CFA, contre 323,644 milliards en 2019. Pour le secteur rural, nous avons un budget de 115,760 milliards de francs CFA, contre 87,534 milliards en 2019. En ce qui concerne maintenant les mesures, bien sûr, pour recouvrer et faire en sorte que nous puissions donc rentrer dans les fonds, nous appelons les mesures d'optimisation fiscale. Il faut noter qu'afin d'améliorer les ressources propres et le rendement de l'impôt, les réformes en cours au niveau des régies de recettes seront poursuivies avec, premièrement, la poursuite de l'appurement des restes à recouvrer par l'organisation des campagnes de recouvrement intensif par l'ensemble des unités de recouvrement. Deuxièmement, la mise en œuvre des opérations de contrôle-sanction sur l'utilisation de la facture normalisée. Troisièmement, l'intensification des activités d'enquête et de recoupement d'informations en vue d'améliorer le contrôle fiscal par des vérifications ponctuelles. Quatrièmement, le contrôle par Sidonia, qui est le logiciel utilisé par la douane, de la valeur des 50 produits sensibles à la fraude et le suivi de l'importation de ces produits par l'équipe de contrôle de la valeur. Cinquièmement, la poursuite des scannages des bureaux des douanes de Ouagaroute et de Bobogar. Sixièmement, l'interfaçage entre le logiciel Sylvie et Sidonia pour permettre aux vérificateurs d'avoir accès aux documents du commerce extérieur produits par Sylvie et lutter ainsi contre la falsification de documents servant de base au dédouanement. Septièmement, le renforcement de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso avec ceux de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, ainsi que son extension avec le Bénin et le Ghana. Huitièmement, la poursuite de l'ouverture de Sidonia World sur Internet pour permettre aux commissionnaires en douane agréés de saisir et déposer leurs déclarations partout où il y a une connexion Internet et à n'importe quel moment. Neuvièmement, le paiement des droits et taxes des douanes par un procédé électronique, paiement par les réseaux de téléphonie mobile, paiement à distance par virement bancaire, paiement par carte bancaire, etc. Dixièmement, l'implémentation des modules de gestion des exonérations afin de réduire le temps de traitement des exonérations douanières et mieux contrôler les quantités et les destinations finales des marchandises exonérées.
11e, la lutte contre la fraude douanière dans toutes ses formes, donc contrebande, importation sans déclaration, fausse déclaration et inexécution des engagements souscrits, par le renforcement des compétences des vérificateurs et des agents pour une meilleure évaluation des marchandises. 12. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, la cigarette, les cigarettes qui ont été aussi adoptées. 13e, nous avons l'élargissement du champ des personnes redevables, de la redevance à la source sur les sommes versées aux prestataires non résidents et de la rétention et de la retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents. Sur le point 14, va concerner les prélèvements à la source sur les importations et les ventes de biens. Donc, ces réformes, comme vous le savez, vont s'accompagner également aussi d'importants avantages fiscaux accordés aux citoyens par le budget 2020. Je peux noter cela, je peux souligner quelques-uns de ces avantages. C'est le rehaussement des seuils d'exonération de l'UTS sur l'indemnité, les indemnités servies initialement et définies par la loi de finances 2017, et dont les seuils passent de 50 000 à 75 000 pour l'indemnité de logement, de 30 000 à 50 000 pour l'indemnité de fonction et de 20 000 à 30 000 pour l'indemnité de transport. L'instauration d'un forfait au titre des droits de mutation afin de faciliter les transactions portant sur les immeubles bâtis et non bâtis. Et enfin, toujours concernant ces mesures, il y a l'institution d'un minimum forfaitaire de perception au profit des gérants de stations et des entreprises exerçant à titre exclusif l'activité de distributeurs agréés de recharge téléphonique prépayée. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, le budget de l'État est un instrument de tous, citoyens, entreprises publiques, privées et sociétés civiles. C'est pourquoi nous sollicitons votre accompagnement pour donner toute l'information budgétaire et l'information juste afin de permettre à chaque acteur de jouer convenablement sa partition. Aux citoyens, il convient de dire que les droits aux services sociaux et infrastructures de qualité ne doivent pas occulter les devoirs de civisme fiscal pour donner à l'État les moyens nécessaires pour mettre en œuvre sa politique économique et sociale. Aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux différents prestataires, il est attendu plus de professionnalisme dans l'exécution des marchés publics et également plus de civisme fiscal pour permettre à l'État de s'acquitter de ses devoirs en termes de règlement diligent des factures. Monsieur le ministre, chers journalistes, tel est l'exposé introductif que j'ai voulu vous présenter avant, naturellement, vos questions éventuelles. Je vous remercie. Nous allons à présent donner la parole aux journalistes pour qu'ils puissent poser leurs questions sur le budget de l'État exercice 2020. Je me nomme Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. Je n'ai qu'une seule question pour le ministre de l'Économie et des Finances. Il a parlé de quelque chose dont on n'a jamais cessé de nous en parler également par rapport à la réduction du train de vie de l'État. Pour l'exercice du budget, pour le budget exercice 2020-2022, si je ne me trompe pas, comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour la réduction du train de vie du gouvernement? Est-ce à dire qu'on va passer des V8 à des véhicules modestes ou on va diminuer le nombre de locaux en location? Nous voulons plus d'éclaircissement. Merci. Je suis Alinta Oudrago de Radio Méga. Je voudrais savoir si le décret portant prime de motivation des agents du MINEFID a été modifié et est-ce qu'il a été question de comment
les erreurs ont été insérées dans ce document-là d'antan. Seri Baoula, RTB Radio. Alors, moi, j'aimerais un peu m'appesantir sur les questions d'avancement, de reclassement des fonctionnaires de l'État. Beaucoup sont dans l'attente. Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il exactement pour cette année 2020? Quelle est la situation à ce niveau, hein? Deuxième préoccupation, on parle aujourd'hui de l'UTS qui sera appliquée. Est-ce que vous confirmez la date de fin janvier pour le début effectif de l'application de cette mesure fiscale? Merci. Draman Guédé de la télévision Burkina. Alors, ma première question s'articule autour de la mobilisation des recettes. Alors, monsieur le ministre a abordé un peu, mais j'ai eu l'impression que c'est sur le plan national. Je voudrais savoir maintenant, qu'en est-il du taux de décaissement des promesses faites pour le financement du PNDS? Voilà, on a eu de grosses promesses. Jusque-là, on ne sait pas où se trouve cet argent-là. Je voudrais aussi revenir sur l'UTS dont mon confrère a parlé tout de suite. Alors, on a vu que vous avez beaucoup plus d'énergie à parler et à appliquer l'UTS sur les primes et indemnités. Alors que depuis lors, on a parlé de la remise à plat des traitements des travailleurs de l'État. Alors, est-ce à dire que cette UTS-là sonne la mort de cette remise à plat-là en même temps? La troisième question, je voudrais revenir sur votre lettre adressée au ministre des Affaires étrangères qui circule sur les réseaux sociaux actuellement. On a vu sur cette lettre un montant vraiment, je ne sais pas si c'est trop fort, mais c'est un montant qui étonne le Burkinabé en ce moment d'insécurité dont vous parlez chaque jour, qui vaut aujourd'hui des sacrifices pour le Burkinabé. Alors, plus de 88 millions pour un seul agent. Est-ce que vous avez revisité la diplomatie burkinabé? Est-ce que la diplomatie burkinabé est rentable aujourd'hui, quand on connaît la situation qu'on vit aujourd'hui? Merci. Moi, c'est Amadou Edrago du journal Minute.bf. Je voulais revenir sur le budget et demander à savoir la part consacrée à la construction de l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir si dans le budget précédent c'était prévu, et si c'était prévu, est-ce que la première pierre a été déposée? Et bon, voir et demander encore si pour ce budget-là c'est prévu. Kwama Marcus de la Tribune du Faso. Alors, monsieur le ministre, tous les jours on entend dans les discours réduction du train de vie de l'État. Alors, pour le budget exercice 2020, l'on constate au niveau du budget de certaines institutions une augmentation. Je prends le cas de la présidence du Faso, par exemple, où le budget était d'une vingtaine de millions et pour 2020, il est passé du simple au double, à près de 40 et quelques milliards. Est-ce qu'il y a une explication à ce fait? Ma seconde préoccupation concerne des bruits de couloir qui disent que le Burkina Faso ne souhaiterait pas renouveler ou veut renégocier ses accords avec le FMI. Qu'en est-il réellement? Merci. Eli Kaboré du journal L'Économiste du Faso. Et ma question, est-ce qu'en dans le budget 2020, tous les engagements pris avec les partenaires sociaux ont été pris en compte? Ma deuxième question concerne les dépenses d'investissement qui ont connu une grande hausse. Pourquoi, je suis tenté de demander pourquoi attendre la fin du PNDS pour investir plus, alors que le PNDS lui-même se donnait comme objectif au départ d'accroître les investissements. Troisième question, vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis du secteur privé, mais le secteur privé aussi a des attentes vis-à-vis du gouvernement, parce que le gouvernement est reconnu comme étant un mauvais payeur de factures. Je suis sûr qu'au niveau des médias, il y a plein de factures impayées au niveau des comptables publics. Au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour ce qui concerne les médias et bien sûr, d'une manière globale, les entreprises? Parce qu'au même moment où vous ne payez pas l'État ne paye pas les factures, c'est le même État qui exige qu'on paye les impôts. Ma quatrième question concerne
les exonérations. Et on nous a appris que c'est le ministère de l'économie et des finances et l'Assemblée générale qui accordent les exos. Mais on se rend compte qu'il y a des ministres qui, à partir de leur bureau, accordent des exos à des secteurs particuliers. Je vais prendre l'exemple du Fonds minier de développement local, où votre collègue des mines s'est permis d'accorder des déductions des investissements déjà réalisés par les mines. Est-ce que cela ne crée pas entre Burkinabés une certaine injustice sociale, fiscale, quand on demande à d'autres personnes de contribuer au titre de l'UTS? Ma dernière question est adressée au ministre du porte-parole du gouvernement. Et les attentes aussi vis-à-vis des médias en matière de communication sont grandes. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement dispose réellement d'une stratégie de communication de crise? Parce que vous nous interpellez régulièrement, mais est-ce que le gouvernement dispose d'une stratégie de communication de crise qui s'appuie sur l'institutionnel? On a le SIG, on a les différents DCPM, on a la présidence du Premier ministre qui ont des charges de communication, les attachés de presse. Quel est vraiment leur rôle dans ce dispositif-là? Je vous remercie. Merci d'abord à cette première série de questions qui montrent donc l'importance que vous accordez à la question budgétaire. Donc la première question porte sur donc, les mesures donc, de réduction du train de vie de l'État. Est-ce à dire qu'on quittera des véhicules V8 à véhicules plus modestes et que les locations vont diminuer? Je voudrais d'abord vous rassurer que si vous regardez durant l'année 2019, vous n'avez pas vu d'acquisition de V8. Ça veut dire que effectivement, le gouvernement est dans ce sens, donc de faire en sorte que, bien sûr, il y aura des exceptions. Selon les cas, il peut y avoir des exceptions parce que, selon la région que l'intéressé se retrouve, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement, quand on parle de réduction, vous voyez l'ensemble des institutions. Si vous êtes un gouverneur dans une zone particulièrement difficile, peut-être qu'on sera obligé d'aller à une V8. Mais il faut se dire que l'acquisition des véhicules aujourd'hui ne sont plus à des V8. Deuxième chose, vous avez dit, est-ce qu'on va quitter les locations? C'est bien, on souhaiterait. Et c'est la raison pour laquelle il y a un plan immobilier. Si nous n'étions pas dans cette situation donc, sécuritaire assez aiguë, effectivement, il y a un plan de construction. Il est mieux que nous soyons dans nos locaux que de continuer à louer. Mais effectivement, donc, il faut retenir que même au niveau des locations, il y a des comités qui travaillent, qui sérient, et toutes ces locations sont regardées, passées au fin pain avant d'être agréées au niveau donc, de l'État. Donc, la politique, donc, on ne peut pas dire qu'on ne va pas louer puisque les services doivent aussi être opérationnels, mais effectivement, nous faisons l'effort de rationaliser les locations et naturellement de voir comment nous mettrons en place un plan immobilier. Pour Radio Omega, on demande si la prime de motivation, les décrets. Je pense que cela a été très clairement dit en son temps. Je pense que peut-être que vous n'avez pas suivi. La seule modification qui était dans l'arrêté, ce n'est pas un décret, le décret, c'était à la hausse et ça a été corrigé. Vous vous rappelez que le Conseil qui a suivi donc, a corrigé cette erreur. Donc, je pense que chacun de vous, ceux qui veulent, ont dû certainement se l'approprier auprès du secrétariat général du gouvernement. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est secret puisqu'il a été corrigé, il est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Au niveau donc de la RTB, question d'avancement, de reclassement des fonctionnaires, 2020, c'est vrai que cette préoccupation peut venir au ministère des Finances, mais c'est mon collègue en charge de la fonction publique qui est véritablement l'acteur qui joue sur donc, justement le travail de reclassement et d'avancement. Mais ce qu'il faut dire, et vous connaissez que ce ministère a connu des perturbations au cours de l'année 2019. Et cela, naturellement, a joué un peu dans le rythme auquel nous avons souhaité. Et naturellement, les comités qu'on a mis en place ont permis de résorber, en tout cas, un bon retard. Et j'ai bon espoir qu'au cours de l'année 2020, nous pourrons donc résorber le retard qui a été constaté. Est-ce que l'UTS va être appliquée en fin janvier? La loi, en tout cas, a été adoptée pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier. Donc, logiquement, à compter du 1er janvier, on va appliquer l'UTS.
Donc, c'est ce qui est prévu. Donc, je ne vois pas autre chose là-dessus. La question de M. Draman, nous avons donc au niveau du PND, c'était des promesses. Comme vous le savez, lorsque nous organisons une table ronde, et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, après avoir été DGCOP, il ne faut pas faire la confusion entre une promesse et un décaissement. Donc, lorsque vous organisez, il y a des promesses donc, qui sont faites pour mobiliser. Et aujourd'hui, maintenant, nous devons mettre en place les projets pour pouvoir faire le décaissement. Et le taux est de 72,05 par rapport aux besoins de financement du PNDS aujourd'hui. Bon, la mise en œuvre des programmes de coopération en 2020, donc, estime, si on arrive à le faire, nous voulons porter ce taux donc, de décaissement à 95%. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Sur l'UTS, je pense que peut-être que c'est une perception, parce que justement, la loi de finances en a parlé de l'UTS. Sinon, il y a le travail continu sur la refonte. Moi, j'ai toujours dit que je préfère le terme refonte que mise à plat. La refonte du système de rémunération. Parce que lorsqu'on parle, peut-être que la connotation est plus positive. C'est une refonte du système de rémunération pour créer plus d'équité et plus de justice sociale. Donc, le dossier continue, les techniciens travaillent et naturellement, nous pensons qu'en 2020, nous pourrons donc aboutir à un dossier qui sera effectivement débattu avec l'ensemble des acteurs. Oui, vous avez la troisième préoccupation que vous avez, c'est le montant que d'aucuns disent que qui a fuité, qui a circulé dans les réseaux, parce que vous avez dit combien coûte la diplomatie, est-ce que c'est nécessaire? Mais c'est une nécessité. La preuve en est que le ministre porte-parole du gouvernement vous l'a dit, ne serait-ce même que sur la communication. Lorsqu'une grenade éclate à quelque part et que l'information est mal relayée, si vous n'avez même pas quelqu'un à l'extérieur pour confirmer ce que vous dites, regardez l'impact que ça va faire. Et lorsque vous n'êtes pas, vous êtes pris comme un pays infréquentable, ça veut dire que vous ne pouvez même pas vous développer, n'en parlons pas, d'attirer des investisseurs. Donc la diplomatie a un coût, et je voudrais donc profiter, dire aux gens, aux autres, que ceux qui connaissent l'extérieur savent que le loyer minimum à Bruxelles vous coûtera au moins 17 millions. Ce n'est même pas un duplex, c'est un appartement. Un appartement, vous ne pouvez pas le prendre l'année sans minimum 17 millions. Moi, je viens de l'extérieur, je sais ce que c'est, j'étais à l'extérieur. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions qu'au Burkina. Vous avez obligatoirement les frais de scolarité. On le dit oui, pourquoi? Mais le salaire de l'intéressé ne peut pas supporter les frais de scolarité dans une école, dans ces pays, si nous ne payons pas. J'ai vu des gens dire oui, pourquoi on ne donne pas de frais de scolarité au Burkina? C'est parce que le salaire ne permet pas de supporter les frais de scolarité là-bas. Il y a l'assurance maladie. Ce n'est pas, il faut obligatoirement, parce que lorsque vous n'avez même pas une assurance, on ne peut pas vous soigner, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous prenez maintenant la rémunération nette de l'intéressé, que vous corrigez, vous verrez qu'il y a un décaissement pour l'ensemble de l'année. Donc, je pense qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent et ramènent un peu le débat à un niveau et dire que la diplomatie, elle est importante et nécessaire, surtout même dans ces périodes difficiles que nous traversons. Nous devons donc avoir une diplomatie forte, une diplomatie de développement pour accompagner notre pays. Monsieur Mando, part consacrée à la construction de l'Assemblée nationale. Là, je n'ai pas le chiffre, mais je voudrais vous dire que c'est le projet continu, puisque nous avons donc accepter le principe donc, de la construction l'année passée. Il y a de ce qu'on appelle des provisions. Nous avons fait une provision donc l'année passée pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. Vous savez que la place est connue, les processus sont en cours en termes d'immatriculation, parce qu'il y a tout un processus avant d'arriver à la construction, et naturellement, il y a une provision aussi dans le budget de l'État. Peut-être que la ministre déléguée pourrait certainement, comme c'est elle qui a les chiffres, elle pourra dire combien coûte, quelle est la provision que nous avons mise dans le budget donc 2019. Monsieur Kouama de la tribune du Faso constate une augmentation de le budget de la présidence, oui, Faso, c'est vrai. Donc oui,
c'est vrai que souvent, il faut que nous... Et c'est une très bonne question parce que souvent, les gens regardent les choses de manière linéaire. J'ai vu aussi, comme vous tous, j'ai vu que quelqu'un a pris la masse salariale de l'Assemblée divisée par le nombre de députés, oubliant qu'il y a les fonctionnaires parlementaires et tout. Donc, il faut que souvent nous puissions donner l'explication. La part du budget donc, de la présidence, dont vous dites qu'il y a une croissance, d'abord, la première augmentation vient donc du fait que nous avons eu une dotation sur les financements extérieurs de plus de 8 milliards au profit du Conseil national de lutte contre le sida et les VST. Et donc, ça fait plus de 8 milliards qui vient augmenter ce budget. Et c'est des financements extérieurs. Si vous prenez le budget, ceux qui savent lire regarderont que c'est la partie financement extérieur. Vous avez d'autres structures qui sont à la présidence. Quand vous prenez le renseignement, ils ne sont pas logés, ils sont logés à la présidence, l'Agence nationale de renseignement. Donc, il faut comprendre que lorsque le budget est dans ce contexte particulier de lutte contre le terrorisme, où nous avons besoin d'investir, parce que c'est la maîtrise de l'information qui amène l'efficacité sur le terrain. Quand vous êtes toujours surpris, vous ne pouvez pas être... On dit dans un proverbe que je traduis en français sur les mots aussi, que lorsqu'on vous surprend, quel que soit votre courage, vous perdez. Donc, c'est pourquoi le renseignement est important et cet instrument se retrouve également là-bas. Donc, il faut pas, ce n'est pas une augmentation donc, du budget de fonctionnement de la présidence, c'est lié à des structures spécifiques de mission qui ont connu donc, une augmentation de leur budget et c'est cela qui amène cette augmentation-là. Mesures, oui, mesures de négociation, est-ce qu'on va quitter, on va quitter le FMI? Non, je voudrais dire que nous sommes dans un programme donc, qui finit en 2020. Vous savez que le programme avec le FMI, c'est un programme triennal qui va finir en 2020. Et donc, dans le cadre de ce programme triennal qui finit en 2020, nous allons donc revisiter voilà, donc, notre accord avec le FMI. Et naturellement, regarder les cibles et définir un nouveau programme à partir de 2021. Donc, pour 2020, le programme continue, mais parallèlement, nous allons donc discuter sur le nouveau programme 2021. Et je dois vous dire qu'avec le FMI, nous avons des discussions et il est bien qu'effectivement, nos pays aujourd'hui, surtout lorsqu'on est dans le contexte actuel, que nous puissions quand même garder notre partenariat avec cette institution qui, pour moi, est plus une institution de conseil que de répression. Parce qu'aujourd'hui, les termes ont changé. Nous sommes dans des discussions, donc des partenariats et des négociations, et donc qui nous permettent donc de maintenir les efforts pour avoir donc un budget et un environnement macroéconomique sain. Monsieur Eli Kaboré, budget 2020, est-ce que tous les engagements avec les partenaires sont bons? Et puis, budget d'investissement, pourquoi attendre la fin du PNDS? Je pense que, non, d'abord, tous les engagements avec les partenaires nous pensons que cela aussi est prévu. Je voudrais donner en lecture les montants que nous avons donc avec les partenaires. Nous avons vu qu'il y a une augmentation donc, de leur contribution attendue au niveau de 2020. Et quand on dit que le budget pourquoi attendre vers la fin du PNDS pour augmenter le budget d'investissement qui est passé effectivement à plus de 800 et quelques milliards avec une augmentation importante, il faut dire que ce n'est pas, on n'a pas attendu, c'est dans le processus normal. Nous disons que nous sommes dans une programmation et cette programmation, donc au fur et à mesure que nous faisons les efforts, si vous regardez, une bonne partie va être financée sur les ressources internes. Donc nous faisons beaucoup d'efforts pour accroître donc les recettes, la mobilisation des ressources intérieures et nous faisons d'efforts pour maîtriser la masse salariale et l'augmentation des charges de fonctionnement. Donc si vous faites la combinaison des deux, naturellement vous dégagez plus d'espace pour faire les investissements. Les exonérations, déductions, cette question sur le code minier, je pense que il faut peut-être noter qu'il y a toujours une concertation au niveau du ministère, des deux ministères, et nous discutons en regardant bien sûr les avantages qui sont prévus par le code minier pour pouvoir donc accorder de la même manière que les différents codes d'investissement. Je vais peut-être permettre à ma collègue de répondre à ces deux questions ou trois qui sont restées sur le budget avant que nous prenions la deuxième série. Merci bien, Monsieur le ministre. Bonjour à tous.
Je voudrais préciser qu'au niveau de l'Assemblée nationale pour 2020, en matière d'investissement, les crédits qui leur sont alloués sont de l'ordre de 1,5 milliard. Donc, en tout cas, on les a accompagnés dans l'investissement, donc comme les années précédentes d'ailleurs. Pour ce qui concerne la dette intérieure, il faut dire que depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, il y a un effort considérable qui est fait pour prendre en charge la dette intérieure et pouvoir accompagner les différents opérateurs économiques pour qu'ils puissent en tout cas redynamiser donc, l'économie. Donc en 2016, il y a eu une vingtaine de milliards qui a été ouvert pour accompagner donc l'appurement de cette dette intérieure qui avait été auditée par l'ASCE. En 2017 également, ça a été la même chose. En 2018, si vous vous souvenez bien, en plus donc de l'appurement des dettes des opérateurs économiques, il y a eu l'appurement de la dette des organes de presse. Les organes de presse où, en tout cas, pour commencer les réunions, il était question de quelques 400 millions de dettes. Mais au finish, nous avons eu à dépenser près d'1 milliard pour pouvoir donc apurer les dettes des organes de presse. Et donc, à l'occasion, nous avons également, en tout cas, demandé une bonne conduite dans ces contrats entre les différents sectoriels et les organes de presse pour qu'il y ait des prestations qui sont vraiment demandées et que les sectoriels puissent donc pouvoir faire face donc, à leurs factures normalement. Donc, à notre connaissance, pour le moment, on n'a pas d'arriéré de paiement parce que quand même, on s'était fixé un certain nombre de lignes de conduite pour éviter ce qui s'est passé précédemment. Pour la réduction du train de vie de l'État, je dirais que, en plus de ce que le ministre a dit, quand on prend les budgets 2018, 2019, 2020, il y a une nature de dépenses sur laquelle nous agissons pour en tout cas refléter cette réduction du train de vie de l'État. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas agir sur les dépenses de personnel, on ne peut pas agir sur les dépenses de transfert courant qui sont des subventions comme aux hydrocarbures, à l'électricité et également les EPE. Donc, nous ne pouvons pas agir non plus sur les dépenses d'investissement puisque nous aimons bien que ça puisse croître les dépenses d'investissement. Donc, c'est sur la nature des dépenses de fonctionnement que nous agissons pour réduire le train de vie de l'État. Et quand vous faites une analyse donc, des dépenses, de cette nature de dépenses au niveau des sectoriels, les ministres pourront le confirmer. Ce sont des dépenses qui ne progressent pas et qui, pour certaines années même, sont en retrait par rapport donc, à l'année précédente. Donc, il faut également voir de ce côté-là, parce que les véhicules ne sont qu'un pan des dépenses de fonctionnement. Et donc, comme le ministre l'a dit, on n'acquiert plus de V8, donc on n'a même pas les moyens de le faire actuellement. Je suis Balkissa Sawadogo, journaliste à Écho d'Afrique. J'ai une question portant sur les levées de fonds sur le marché monétaire que le Burkina fait régulièrement. Je sais qu'en 2019, nous avons pu lever un peu plus de 416 milliards de francs CFA. Donc, je voulais savoir à quoi a servi concrètement l'utilisation de ces fonds et qu'est-ce qui est prévu pour 2020. Ma deuxième question porte sur la nouvelle monnaie ECO. Après l'annonce du président Alassane Ouattara, nous n'avons pas vraiment entendu votre département se prononcer dessus. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et finalement, le Burkina part avec l'écho de l'UEMOA ou l'écho de la CEDEAO? Et ma troisième question porte sur le fait qu'en 2020, nous serons en période électorale
Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget dans ce sens? Je vous remercie. Moi, c'est pourquoi Mahamadi des éditions citoyennes. J'ai quelques préoccupations. D'abord, l'ITS, quelle est sa part dans le budget 2020? Est-ce qu'on a fait une simulation par rapport à ce qu'on pourrait perdre suite à une éventuelle grogne sociale qui va entraîner des pertes de ressources et par rapport à ce qu'on peut gagner avec cette... voilà. La deuxième préoccupation, c'est les transferts aux collectivités territoriales. Chaque fois, les communes se plaignent que les transferts, non seulement ça... bon, vu le contexte, ça diminue, c'est tout à fait normal, vu le contexte sécuritaire, ça se comprend, mais ça vient en retard. Les transferts de l'État de 2017, ça arrive en 2019, ça joue sur les programmations, sur les calendriers d'investissement. Qu'est-ce qui va être fait pour que pareille situation ne se reproduise pas, pour permettre aux communes quand même de poursuivre le développement local sereinement? Je reviens encore sur le train de vie de l'État. Des explications ont été données. Monsieur le ministre a donné donc des chiffres par rapport aux résultats attendus sur les secteurs sociaux. Au niveau du train de vie de l'État, concrètement, de façon chiffrée, qu'est-ce qu'on va gagner dans le budget 2020 par rapport à 2019? La dernière préoccupation, c'est le soutien au secteur de production économique. Chaque année, le gouvernement, depuis un certain temps, le gouvernement encourage donc la consommation donc, des produits locaux. Et chaque fois, il y a des circulaires qui sont prises pour encourager donc, la commande publique dans ce sens. Est-ce que déjà on peut savoir qu'est-ce qui sera mis comme commande publique réservée aux produits locaux nationaux pour quand même soutenir donc, les porteurs de projets économiques au niveau national? Merci. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. Alors, ma question, Monsieur le ministre, c'est d'abord pourquoi vouloir imposer l'UTS sur les primes et indemnités quand on sait que la revendication au départ c'était la suppression de cette UTS-là en ce qui concerne les indemnités et primes pour les travailleurs du secteur privé. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on prend la loi de finances exercice 2020, on voit que pour ce qui est des taxes sur les produits pétroliers, et c'est passé de, pour ce qui est du Super 91, l'État prélève 125 francs et pour le gasoil 50 francs, alors que la loi, le Code général des impôts, fixait cela à 50 francs pour le Super 91 et 10 francs pour le gasoil. Est-ce que le gouvernement a voulu rattraper une illégalité ou bien il faut s'attendre à une augmentation du Super 91 et du gasoil? Ça, c'est la deuxième question. La troisième préoccupation, c'est le recensement général de la population. Alors, au moment, avant le lancement, on avait annoncé en grande pompe que tout était réuni, mais au moment où on a commencé, on a vu une grogne au niveau des agents qui se plaignaient du fait qu'on ne les payait pas, et beaucoup ont boycotté. Et les résultats, ce que nous savons actuellement est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été recensées alors que la date, je pense que le délai est passé. Est-ce que vous pouvez faire le point de ce recensement-là pour le moment? Il faut d'abord rappeler que le recours au marché financier et monétaire de l'UEMOA donc, vise à faire face au gap et aux tensions de trésorerie. Vous savez que lorsque vous faites une prévision de budget, l'entrée n'est pas linéaire. Donc, pour éviter justement de bloquer les paiements des factures, des structures, et de permettre donc à l'État de fonctionner normalement, vous partez sur le marché financier, que vous prélevez et vous prenez des fonds qui, naturellement, permettent donc de maintenir la fluidité dans le paiement, et ces montants sont remboursés naturellement lorsque vous collectez vos ressources propres. Donc, c'est exactement cela qui est fait. Et pour donc, le budget 2020, nous avons prévu aller pour un montant total de 700 milliards à peu près, donc qui seront donc pris sur le marché financier régional de l'UEMOA. Mais il faut dire que lorsqu'on regarde sur ce marché, il est reconnu que le Burkina intervient. Nous sommes parmi ceux qui interviennent le moins sur ce marché. Parce que bon, nous avons un système prudent de prendre des montants relativement maîtrisables pour éviter justement
d'obérer les remboursements, parce que quand vous prenez, c'est pour rembourser, donc il faut faire attention pour ne pas donc créer une situation difficile au niveau de la trésorerie. Au niveau donc de la question sur l'éco, vous parlez des éco, CEDEAO, éco, UEMOA. Non, il n'en est rien. En fait, il faut que, vous avez dit qu'effectivement nous n'avons pas communiqué. Vous savez que lorsque l'information a été donnée par le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, donc nous avons demandé à la BCEAO, en tant que membre du Conseil des ministres de l'UEMOA, nous avons demandé à la BCEAO de faire un communiqué que la BCEAO a fait. En réalité, nous sommes, vous savez que ce dossier, peut-être que je vais être un peu long ici, la monnaie unique de la CEDEAO rentre dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO qui a été adoptée pour la mise en place donc, de la monnaie unique. Et dans ce cadre de la feuille de route, il a été prévu, depuis la réunion donc, de Niamey, puisque nous avons mis en place, la CEDEAO a mis en place les 4 chefs d'État comme task force pour conduire le processus de la monnaie unique, donc le président du Niger, le président du Ghana, la Côte d'Ivoire et celui du Nigeria. Donc, lorsque nous avons arrêté à Niamey, il a été retenu que pour aller à cette monnaie, on va aller selon l'appel graduel. C'est-à-dire que ceux qui seront prêts, les pays qui seront prêts, pourront donc aller à la monnaie unique en 2020. Et les autres, bien sûr, joindront. Donc, il faut, comme vous lisez le communiqué final du dernier Conseil des ministres de l'UEMOA, c'est clair, nous sommes dans le processus de la monnaie unique de la CEDEAO et c'est dans les préparatifs, justement, que l'UEMOA, qui a été retenu pour entrer en bloc, donc ce n'est pas le Burkina, on a retenu que les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA qui ont une seule banque centrale, vont aller en bloc parce que ça serait difficile de dire qu'on va aller. C'est-à-dire que si on devait aller individuellement, il fallait que chaque pays crée sa banque centrale. Parce que le système de banque centrale qui a été retenu pour être la banque centrale de la CEDEAO, c'est le modèle de l'Union européenne, un modèle fédéral. C'est-à-dire que vous avez un gouverneur de la banque centrale de la CEDEAO, la BKO, mais vous aurez toujours les gouverneurs nationaux. Donc si chaque pays individuellement devait aller dans cette monnaie, il allait être difficile parce qu'il fallait que les pays de l'UEMOA créent chacun sa banque centrale, nomment son gouverneur. Donc ce qui n'est pas. Donc les pays de l'UEMOA ont retenu d'aller en bloc et c'est dans ce cadre-là que l'annonce a été faite et donc ça sera une préparation progressive et nous osons espérer que certains pays anglophones pourront être prêts pour qu'ensemble nous puissions donc aller à l'ECO. L'UTS, est-ce qu'on a fait la simulation pour ce qu'on gagne par rapport, bien sûr, s'il y a un mouvement, que la grogne et tout. Non, je pense qu'il faut d'abord regarder si nous avons fait la simulation par rapport à ce que nous perdons. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, l'UTS, c'est fait pour donc sur uniquement la partie des indemnités. Et c'est la loi de 2000, depuis 2017 qui l'a donc autorisé. Donc, si aujourd'hui, comme certains le disent, si on devait supprimer, il faut donc prévoir, voir comment nous perdons. Est-ce que cela est faisable dans le contexte particulier du Burkina où véritablement nous sommes dans une situation, vous savez que les appuis extérieurs ne financent jamais les dépenses de souveraineté ni les dépenses liées à la sécurisation du pays. C'est vos recettes propres et c'est sur les recettes propres que nous devons compter pour donc financer les dépenses de souveraineté en ce qui concerne la sécurisation du pays. Donc nous ne pouvons pas nous payer ce luxe-là aujourd'hui de dire que si nous sommes... Par rapport maintenant à la question liée, est-ce qu'on a en cas de grogne, je pense que, comme je l'ai dit, puisque quand vous le dites, certainement, c'est en référence, la grogne doit considérer le ministère des Finances. Mais je dois vous dire qu'au ministère des Finances, je suis confiant que la plupart, donc la majorité des cadres du ministère des Finances comprennent la mesure parce qu'ils sont financiers et ils savent que la situation actuelle, l'État est obligé de chercher leurs voies et moyens pour assurer le fonctionnement régulier. C'est parce qu'on est dans une situation de paix et de quiétude qu'on peut produire. Lorsque le pays, s'il n'y a pas la sécurité, je ne pense pas qu'on puisse donc véritablement arriver à une production et à une mobilisation des ressources. Donc, je suis persuadé et conscient, convaincu que les discussions, donc la raison prévaudra et que nous pourrons donc aller sans difficulté. Transfert aux collectivités locales, peut-être que je verrai si ma collègue peut revenir là-dessus,
qu'est-ce qui va être fait. Mais bon, je voudrais vous dire que déjà nous avons été instruits, parce que lors de la rencontre des maires, l'association des maires où nous avons été invités, et à la rencontre avec le chef de l'État, nous avons été effectivement instruits de voir comment favoriser, faire en sorte que, effectivement, ce que vous dites, que les décaissements ne viennent pas trop tard, parce que ça jouait effectivement dans la mise en œuvre, et nous avons donc été instruits et les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions donc fractionner les décaissements au niveau donc des collectivités locales, en faisant en sorte que dès février, ils puissent avoir une tranche, et ainsi de suite. Cela suppose aussi que rapidement, l'autre côté, les justificatifs qui permettent donc de faire les décassements puissent rentrer rapidement pour que nous puissions donc tenir ce pari et faire en sorte que nous puissions donc avancer. Pour M. Combem, pourquoi imposer l'UTS quand on sait que il était plus simple de supprimer? La revendication n'était pas forcément de supprimer, parce que la revendication du secteur privé, et ce qui a bloqué souvent même les discussions entre gouvernement et syndicats, était donc l'équité fiscale. Parce que la loi a été adoptée en 2017, il n'est pas question que depuis 2017, une partie des travailleurs paye et l'autre ne paye pas. Donc c'était la revendication. Et donc, du coup, effectivement, le gouvernement, depuis 2017, était en train de regarder, parce que c'était l'analyse pour voir comment, donc, l'application de cette structure, il y a eu des discussions. Et si vous regardez la loi, donc 2020, comme on l'a dit, le relèvement des seuils participe justement à ces mesures qui doivent permettre donc une application plus souple de la loi de 2017. Donc, on a relevé les seuils. Il y a d'autres mesures qui seront prises dans les institutions administratives pour permettre donc de minimiser donc l'impact donc sur les travailleurs du public, pour faire en sorte que cela soit donc supportable au niveau donc de l'ensemble des travailleurs. Donc c'est un souci permanent, partagé, et ce n'est pas donc quelque chose qu'il faut, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire, comme je l'ai dit, de supprimer l'UTS quand on sait que nous sommes dans des contextes assez difficiles. Est-ce que la TPP, est-ce que le gouvernement donc, a voulu légaliser donc, la situation du prélèvement? Je pense qu'il n'y a pas d'augmentation. Le taux qui est retenu, en tout cas au niveau de 2020, est conforme donc, au taux qui est déjà pratiqué. Donc on ne peut pas s'attendre à un relèvement des prix. Les relèvements des prix ne sont pas liés à la TTP, mais c'est plutôt lié à la fluctuation des cours mondiaux du pétrole, comme vous le savez. Donc les cours mondiaux, en fonction donc, de l'évolution, donc peut amener justement à faire une répercussion sur les prix du pétrole. Il faudrait aussi retenir qu'en tout état de cause, si vous regardez en moyenne, le gouvernement subventionne autour de 53 milliards. Nous sommes à 53 milliards à peu près pour 2019 en termes de subventions sur les produits pétroliers. Et quand vous prenez la TPP telle que les gens parlent, nous sommes à un montant à peu près de 102 milliards, dont 10% vont aux collectivités territoriales, donc locales. Donc il faut qu'on sache qu'en réalité, cette taxe-là n'est pas seulement l'État, mais quand vous faites ce que nous donnons comme subvention, donc la TPP ne peut pas expliquer l'accroissement, c'est plutôt les fluctuations des cours mondiaux qui font que nous avons cette situation. Recensement général de la population, beaucoup de personnes n'ont pas été recensées. Donc, vous avez dit qu'effectivement, quand vous regardez le recensement général de la population, c'est vrai, il y a eu quelques difficultés, mais vous savez que nous avons travaillé avec un partenaire. Le partenaire était donc celui qui était chargé de payer donc, les frais liés justement aux agents qui sont sur le terrain. Il y a eu quelques difficultés, c'est vrai, donc, parce qu'ils ont voulu utiliser d'abord une plateforme électronique pour faire le cash transfert compte tenu de la situation de sécurité. Je pense qu'il y a eu des difficultés d'abord dans la plateforme et après, il y a eu beaucoup de difficultés liées. Mais de part et d'autre, ça a permis petit à petit donc d'absorber ces difficultés. Et je pense qu'il y aura l'opportunité, nous aurons donc l'opportunité de revenir pour faire le point de ce recensement général de la population et vous dire donc ce qui a été fait. Pour ce qui concerne les produits locaux, je voudrais juste dire que c'était donc une orientation
qui visait donc à promouvoir l'économie nationale en consommant nos produits locaux. Et l'instruction du Premier ministre avait été donc que les cantines scolaires puissent privilégier donc les produits locaux, que l'armée et les autres casernes également puissent privilégier dans leurs achats les produits locaux, et également les maisons d'arrêt. Donc, c'est vraiment des gros consommateurs qui ont été identifiés, et tout en invitant donc les sectoriels à travers, comme le ministre l'a dit, les différentes réunions, séminaires et autres, à privilégier également la consommation des produits locaux. Et donc, je pense que les uns et les autres ont eu beaucoup de fierté à mettre en œuvre, en tout cas, cette orientation qui a été donnée. Pour ce qui concerne les transferts aux collectivités locales, je puis vous rassurer que l'instruction qui a été donnée est en train d'être prise en charge, parce que ma collègue chargée de l'aménagement du territoire, qui est en déplacement, donc pas avec nous ce matin, est déjà en train de travailler avec ses services techniques en collaboration avec les différents ministères qui transfèrent donc les fonds aux collectivités locales pour que cela puisse être fait à temps. Et pour ce qui concerne les élections, il faut dire que à ce stade, nous avons en tout cas pu budgétiser un montant en 2019 et en 2020. Voilà, parce que le processus a commencé depuis, voilà, ce n'est pas seulement en 2020, il y a eu quand même des dépenses qui ont déjà été effectuées au cours de 2019 en relation avec les élections de 2020. Et donc, au total, pour cette élection, nous avons mobilisé au niveau du budget de l'État 37 milliards de nos francs CFA. Naturellement, il y a un gap. Le ministre de l'Économie et des Finances a organisé une table ronde avec les bailleurs de fonds, voilà, avec la CENI, pour donc présenter le gap. Et donc, nous sommes en train de recevoir les annonces des partenaires techniques et financiers. Et nous espérons que ça va combler le gap. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour les questions qui restaient à être prises en charge, et confirmer que les 125 francs de la TPP n'étaient qu'une correction d'une erreur technique. Donc, il n'y a pas de modification du taux sur le carburant. Merci. Merci, Madame le ministre. Nous allons à présent aborder les questions d'actualité nationale avec le ministre en charge de la communication. Les journalistes ont la parole. Moi, c'est Draman Guinée encore qui revient. Je voudrais maintenant parler de l'incident de Tampouy d'hier, Monsieur le ministre. Alors, les enquêteurs s'étaient mis en branle depuis hier jusqu'à aujourd'hui. On voudrait savoir quelle est la piste qui a été privilégiée jusqu'à l'heure là. Parce qu'une grenade n'est quand même pas un jouet pour que des enfants se retrouvent avec ça entre les mains. Donc, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a une piste déjà qui est privilégiée? Et ma deuxième question, c'est sur la réunion de Pau, qui est prévue pour lundi prochain. Alors, les ministres des Affaires étrangères ont fait une rencontre au Burkina ici, justement sur cette question-là. Malheureusement, le mur n'a pas eu d'oreille. On voudrait savoir, est-ce que c'est pour dire que le G5 Sahel part à Pau en rang serré, ou bien chacun part défendre sa chapelle? Merci. Sommet Christian de Radar Info Burkina. Bon, depuis hier, il y avait un mot d'ordre de grève lancé par les chauffeurs routiers. Ça a été levé, ça n'a pas été levé, on était là-bas. Le doute est toujours là. Parce que voilà, il y avait une discussion avec le Premier ministre, il y avait des propositions que des gens ont rejetées. Les patrons ont accepté et sont partis, la base a rejeté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à la population? Est-ce que la grève est levée? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Question de carburant, question de provision. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Je vous remercie. Merci.
Alors, je vais commencer par celle qui était restée en instance et qui avait été posée au ministre Lassane Kaboré. Il s'agit de la stratégie. J'ai eu effectivement écouté beaucoup de mes confrères qui, à longueur de journée, donc, disent qu'il manque de stratégie, il manque de stratégie. En 2017, à la demande de son Excellence le Président de Faso, nous avons commandé 2 études qui ont abouti, 1, à une stratégie de communication sur le PNDS et 2, à une stratégie de communication du gouvernement. Et au sein de cette stratégie-là, il est défini des éléments de communication en termes de crise. Il y a, je suis d'accord avec vous, un gros problème. C'est de changer un peu les habitudes des acteurs. Mais je le dis et je l'assume, je ne peux pas obliger aujourd'hui un militaire ou un policier à privilégier un certain nombre d'aspects de communication. Voilà. Et on a eu des erreurs en 2016 que nous avons rectifiées. Ce que je souhaite aujourd'hui, et ça fait partie des modalités d'intervention, c'est que lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire la répartition des tâches telles que prévues, quand c'est avec la question sécuritaire, les premiers concernés nous disent il y a un problème. Il ne s'agit pas de dire quelle est l'ampleur du problème. C'est de dire qu'il existe afin justement que les médias avec qui je parle puissent accepter d'attendre nos versions avant de commencer à alimenter les chroniques. Quand c'est un ministère, la DCPM doit prendre en charge cette communication-là. Une fois que cela est fait, il y a un deuxième stade. C'est celui du traitement, soit par les acteurs premiers, l'état-major qui ferait un communiqué plus exhaustif ou le ministère qui dirait à telle ou telle chose. Et ensuite, un troisième stade, c'est celui de l'attribution, la prise en charge politique de la question. Et soit c'est le ministre en charge de la question, soit c'est le ministre porte-parole du gouvernement, soit lorsque c'est une question qui nécessite que le Premier ministre l'assume, c'est le Premier ministre qui le fera. Donc il n'y a pas pour moi d'inquiétude à ce niveau. Par contre, autant je reconnais ma part de responsabilité en tant que ministre de la Communication dans les difficultés d'accès à ces premières informations-là, autant je vous demande en tant que journaliste d'accepter de faire évoluer les éléments. Je reviens sur ce qui s'est passé hier. Et vous avez, c'est l'exemple type. Le premier communiqué qui a été fait dit en gros qu'il y a une grenade. Tout le monde dit qu'il y a une grenade. Mais lorsque les acteurs vont sur le terrain, ils se rendent compte que ce n'est pas une grenade. C'est un engin qui a explosé. Est-ce qu'il a été fait de façon artisanale ou est-ce que c'est un truc improvisé? Ils doivent travailler là-dessus. Mais ce n'est pas une grenade. Parce que, comme disent les spécialistes, l'enfant, il avait un mec quand ça a explosé. Et une grenade, je ne pense pas qu'on aurait trouvé un morceau de cet enfant-là. Donc, c'est pour ça que je pense que même si on a besoin d'une information pour être dans le feu de notre actualité, il faut que nous regardions cela un peu avec un certain nombre d'éléments. Ça me permet donc de répondre à la question de Dramane Guéné. Il continue à travailler dessus. La version qui nous a été donnée, c'est que les enfants sont entrés avec les éléments dans la salle. Mais il y a plein d'hypothèses. Est-ce que quelqu'un de mal intentionné leur aurait remis ça? Est-ce qu'ils auraient ramassé ça de façon fortuite? Pourquoi ça se trouve là-bas? Donc il y a forcément des réflexions à faire. Et aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que ça a eu lieu. Comme vous dites, comme je disais avec vous, c'est le fait. Et ensuite, maintenant, l'analyse qu'on va en faire, il faut qu'on l'alimente. Donc je dis, vous voyez, c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire que même la communication qui a été faite dès le départ dit c'est une grenade, tout le monde a repris. Et après, moi, du ministre de la Sécurité, me dit ça ne peut pas être une grenade, parce que les techniciens te disent que si c'est une grenade, on n'aurait pas trouvé l'enfant. Alors que les deux, même s'ils sont gravement blessés, sont vivants. Donc il y a ce problème-là. La rencontre de Pau, je pense qu'il y a une rencontre déjà à Niamey, qui devait se tenir à Ouagadougou, et qui... en raison de l'attaque extrêmement mortière que le Niger a connue, les chefs d'État sont déplacés à Niamey. Ils ont affirmé leur position. Il y a eu une rencontre à Ouagadougou pour affiner un certain nombre de points de vue. Mais je pense que tous les chefs d'État vous le disent. Ils ont besoin d'assumer, nous-mêmes, nous avons besoin d'assumer notre sécurité, mais on ne peut pas le faire sans une collaboration internationale. Il y a 2 points qui sont sur la table depuis toujours. C'est la question donc du relèvement du niveau d'intervention donc de l'amunissement et c'est la question de la dotation effective du G5 Sahel. Ces questions-là sont des questions qui existent depuis toujours. Personne n'y va en disperser. Vous savez que dans la lutte que nous avons, le Burkina seul ne peut pas
si le Mali, si le Niger, si la Côte d'Ivoire, si le Ghana, si le Bénin, si le Togo, si la CEDEAO ne s'implique pas. Même si la guerre, elle est aux frontières du Burkina, du Mali et du Niger, les autres pays ont nécessairement besoin de s'impliquer. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, pour la première fois, ces États-là mettent de l'argent directement en destination des pays concernés pour participer à la lutte. Christian Sommet de Radar Info. Oui, c'est une question délicate. J'ai eu la chance de participer à plusieurs discussions. Celle-là, je n'y ai pas pris part. Et vous savez, l'un des grands problèmes, c'est que parfois, il y a dissonance entre les propriétaires et leurs employés sur le terrain. Ça se traduit par les propriétaires veulent lever, les acteurs ne veulent pas lever, parce que les acteurs, chauffeurs en particulier, sont directement parfois au feu de l'activité. Ils estiment que c'est eux souvent qui en payent les prix en termes de résultats. Mais les discussions se poursuivent et j'ai foi que très rapidement nous allons trouver une solution pour ne pas atteindre ces 72 heures-là. Ce qui est important de rappeler, et c'est le rôle de la presse, c'est qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. On a aujourd'hui dans nos stations suffisamment de carburant pour tenir. Mais si vous commencez à dire partout, ah, il y a pénurie, c'est ça qui va amener la pénurie. On va créer nous-mêmes la pénurie. Donc je souhaiterais que nous soyons judicieux. Aujourd'hui, je roule à Ouagadougou, il n'y a pas d'attroupement dans les stations. Mais si quelqu'un sort, dit, la grève se poursuit, la ville est bloquée, il y aura pénurie, vous allez voir que le soir, il y aura pénurie. Je voudrais remercier Minefid, qui est venu avec ses équipes, ses directeurs qui sont là. Merci à Madame Edith Clémence Yaka, ministre en charge du budget. Merci à vous aussi pour cette présence-là. Nous allons essayer même de rapprocher les conférences. Au lieu de les faire tous les 15 jours, nous allons les faire toutes les semaines. Vous serez saturés de nous entendre parler parce que vous voulez que le gouvernement parle, on sera à votre disposition. On va le commencer dans une fréquence plus forte à partir de février. Donc, en attendant, nous allons avoir une deuxième conférence en janvier. Et puis, début février, donc, nous allons relancer de façon hebdomadaire ces conférences-là afin que vous puissiez répondre. Merci à tous et encore une fois, mes vœux de santé, de paix et de sécurité pour notre pays et pour vous particulièrement des vœux de réussite dans vos organes de presse. Nous sommes au terme de la conférence de presse du gouvernement d'aujourd'hui. 3 ministres étaient face aux journalistes. Monsieur Lassane Kaboré, ministre de l'économie, des finances et du développement. Madame Edith Clémence Yaka, ministre déléguée chargée du budget. Et monsieur Rémi Fulgence Danjinou, ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur le budget de l'État exercice 2020 et l'actualité nationale. Merci, chers consoeurs et confrères, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre exercice de redevabilité avec d'autres membres du gouvernement. À très bientôt.